Si tu penses être bizarre, attends d'entendre ce que je vais te dire. C'est le souvenir d'une enfant qui a 8 ans, 7 ans et qui en fait est obligée de revivre les scènes dans son esprit pour pouvoir s'endormir. Et je suis mais certaine qu'on est des millions à avoir développé cette technique. Pourquoi j'y repense? Pourquoi j'arrive pas à surpasser cet événement? On parle beaucoup des flashbacks, mais on sait très peu ce que c'est. Comprendre comment ça fonctionne, ça change réellement tout. Les flashbacks, c'est quoi? C'est un album photo. Si on prend 100 femmes qui ont vécu des violences sexuelles, c'est 8 d'entre elles qui vont penser aller jusqu'au commissariat ou jusqu'à la police. Sur ces 8, c'est 6 d'entre elles qui vont réellement porter plainte. Sur 100 femmes. Donc ça signifie que 94 d'entre elles ne vont pas déposer plainte. Notre courage, il est pas dans le dépôt de plainte. Notre courage, il est dans le fait de se lever jour après jour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gladys. Coucou Elsa et coucou à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On est ravis de vous retrouver après ces fêtes de Noël. On espère que tout s'est bien passé de votre côté, que vous avez mangé à table avec le respect, comme l'a dit Elsa dans l'épisode numéro 3. On espère surtout un peu plus sérieusement que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez pu fêter comme il se doit ce Noël sans culpabilité, avec beaucoup de bonheur, avec vos proches ou pas, avec votre famille de cœur ou votre famille de sang. Et on espère que ça s'est bien passé. En effet. Donc dans ce nouvel épisode, on va parler de reconstruction et de justice et de ce lien qui existe entre l'agresseur et sa victime. Parce qu'on va rappeler quand même que 90% des agressions sexuelles sont commises par un proche. Alors Gladys, pour commencer, si cet épisode n'avait qu'un seul but, ce serait lequel ? Je te dirais que je me pose souvent la question. Et j'aimerais que toutes celles et ceux qui nous écoutent se la posent aussi. Combien de petites filles s'endorment en se disant « c'est mon papa donc c'est normal » qui pose sa main sur moi? Combien de petits garçons sont rentrés par la sexualité par un « t'es un homme donc tu dois faire ça avec moi » ? Combien d'adultes aujourd'hui, femmes ou hommes, peu importe, se disent « mais pourquoi j'y repense ? Pourquoi j'arrive pas à surpasser cet événement ? Pourquoi j'ai encore des souvenirs qui reviennent ? Comment j'ai pu aimer mon agresseur ? Comment j'ai pu partager un lien avec lui ? Parce que c'est des questions qui restent. C'est des questions qui restent et qui font profondément mal parce qu'on a l'impression d'être seul. Parce qu'on a l'impression d'être les seuls à ressentir ce genre d'émotions. Et comme on le disait, c'est cette culpabilité qui te ronge, qui t'oblige à te mettre seul et qui très souvent te détruit. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on pense à toutes ces personnes. Et si cet épisode avait un seul but, Elsa, je te dirais que ce serait d'apaiser toutes celles et ceux qui ont vécu l'inceste, des agressions sexuelles, des attouchements, pour vous dire que vous n'avez jamais été seul. Ce que vous ressentez, je l'ai ressenti et je le partage avec vous. Et surtout, il y a des moyens, il y a des termes psychologiques qui expliquent ce qu'on a ressenti, ce qu'on a fait pour survivre et ce lien, comme tu l'expliques, avec son agresseur. Ça serait ça le but. Quand on parle d'agression sexuelle, les victimes, on associe souvent haine et colère. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, si c'est toujours le cas, si ça l'a été et si ça l'est toujours ? C'est hyper intéressant parce que tu as raison. La première chose à laquelle la société pense, et tu vas comprendre pourquoi je dis la société, parce que c'est une projection de ce que la société veut qu'on ressente en tant que victime d'inceste, on se dit « mais tu dois être en colère, tu dois avoir de la haine, tu dois détester cette personne ». Mais la réalité, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ce que vraiment je veux essayer de faire comprendre à tous ceux et celles qui nous écoutent. Quand tu l'as vécu, tu le sais. Et quand tu ne l'as pas vécu, tu dois te l'imaginer. C'est bien plus complexe. C'est pas oui ou non. C'est pas binaire, c'est pas linéaire, c'est pas je l'aime ou je le déteste. C'est le mélange des deux. Et c'est le mélange des deux qui nous rend si complexes en tant qu'humains, mais surtout qui fait qu'on se sent sale et qu'on se sent coupable. Et je vais te l'imager par quelque chose que j'ai vécu. Il y a un garçon qui est venu me raconter une expérience qu'il a vécue qui lui aussi l'a traumatisé pour le coup, où il était dans une soirée parisienne, en pleine nuit, un soir d'été, mais pleine nuit,
donc au plein centre de Paris, la capitale de France. Et il était à une soirée, et il se penche sur le balcon, il était tout seul, il devait être minuit, 1 heure, il m'a dit. Et là, il visualise une femme qui se fait violer en pleine rue. Une femme qui se fait violer en pleine rue par un inconnu. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en colère, il a cette haine, ce qui est normal parce qu'il voit la violence, il l'aperçoit depuis ce balcon et il se dit il faut que j'agisse. Et avec un immense courage, il a réussi à descendre de l'appartement et aller interpeller cet homme qui était en train d'agresser cette femme en pleine rue. Il a dû se battre avec lui pour pouvoir les séparer, mais heureusement qu'il a été là pour arrêter la scène. Et la première chose qu'il a dit à la victime, c'est évidemment il faut que tu ailles porter plainte. Et tu dois être en colère et tu dois être triste, comment tu te sens? La victime lui a dit non, Elle a tremblé, elle s'est mise à trembler, elle lui a dit je veux pas aller porter plainte. Je veux pas faire de bruit. Je veux pas en parler. Et lui me l'a raconté et était encore choqué. Il me dit mais je comprends pas comment c'est possible. Enfin pourquoi elle est pas en colère contre lui? Ce qu'il vient de lui faire c'est dégueulasse. N'ayons pas peur des mots. Et je lui ai dit ne la juge pas trop parce que j'ai été l'une d'entre elles. Et la vérité c'est que si tu l'as subi, t'as ressenti cette sidération. Parce que ce qui vient en premier, après une agression sexuelle, c'est parce qu'on imagine. C'est pas la haine, c'est pas la colère, c'est pas la tristesse, c'est la sidération. C'est ce fameux je me suis figée et là j'arrive plus à bouger. Et même si, tu vois, la scène était passée, entre guillemets, t'as ton cerveau qui fait tout pour ne pas conscientiser ce qui s'est passé. Parce qu'on n'en parle pas, mais conscientiser que t'as été victime d'un viol en pleine rue ou d'un viol, c'est une seconde violence. C'est revivre et ressentir que c'était pas juste des gestes, juste un acte. C'était un viol. Oui. Dans ton cas précis, Gladys, c'était ton grand-père. Tu m'as déjà dit que forcément tu avais ressenti beaucoup d'amour pour lui, même de la tristesse, de la peine. Comment tu fais pour ressentir ça alors qu'il te fait subir l'atroce? J'aimerais te poser la question inverse et je vais te mettre dans mon cas de petite fille. Comment tu fais pour ne pas aimer ton grand-père alors que depuis ta naissance, c'est ta famille, c'est la personne qui te donne à manger, c'est la personne qui est là à Noël, qui t'offre des cadeaux. C'est la personne qui te chouchoute finalement. Alors oui, il y a ces viols, il y avait ces attouchements, mais en fait, il y avait tout le reste. Et comme je le dis, c'est pas blanc ou noir, c'est la complexité d'une enfant. Pour te mettre dans ma peau, depuis ma naissance, j'ai cette personne qui fait partie de ma famille. Et je veux l'expliquer. L'attachement à nos proches, il se fait avant la moindre perception de violence. Ça veut dire que avant de comprendre que ce que je subissais, c'était des agressions sexuelles, j'aimais mon grand-père. J'aimais ma famille. Et il y a quoi de plus normal? Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et pour te mettre dans la peau de cette petite fille qui subissait de l'inceste jour après jour, t'as ce côté, tous les adultes l'aiment. Donc il faut que je rationalise. Enfin, comment moi je peux le détester alors qu'il est aimé par tout le monde? C'est moi le souci. Deuxième chose, tu minimises. Ce n'est qu'un petit secret. C'est un jeu entre nous. Ça, c'est des paroles qui font que dans la tête d'un enfant, tu te dis, ok, peut-être que c'est que ça. Et peut-être que c'est qu'un jeu entre nous qui dure 5 minutes et après ça redevient mon grand-père. Et pour le jeu, peut-être qu'il est obligé de se mettre dans ce rôle. En fait, il faut se dire que tu vis ça comme une enfant. Donc, tu fais ce qu'on appelle la rationalisation de survie. Tu réécris ton histoire, mais littéralement. Pour toi, avec ton regard d'adulte, j'ai vécu des violences sexuelles, des agressions sexuelles. Pour moi, avec mon regard d'enfant qui subissait ça, c'était un jeu avec mon grand-père qui durait 5 minutes et qui allait s'arrêter. Mais même une fois que tu as pris conscience que c'était pas juste un petit secret comme ça et que ça s'appelait agression sexuelle, que tout l'impact que ça a eu sur ta vie, toutes les incidences et tout ce que ça a pu avoir comme conséquence, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça a switché, où tu n'as eu plus l'image du grand-père, mais l'image de l'agresseur? Et est-ce qu'à ce moment-là,
Tu ressens encore de l'amour pour lui? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 choses hyper intéressantes. Je pense que tu parles de la moi d'aujourd'hui, parce Oui. qu'il y a que la moi d'aujourd'hui qui conscientise. Oui. Mais j'ai envie de te dire, ça me fait écho à un souvenir où quand j'étais petite, je me souviens qu'il est venu me chercher à l'école et sur le chemin du retour, je lui ai pas pris la main. J'ai refusé de lui prendre la main. Et il est rentré en disant Gladys ne veut pas prendre la main, si c'est comme ça, je vais plus jamais la chercher à l'école ou je vais plus venir parce que elle est pas là avec moi sur le chemin, etc. Mais en fait, avec du recul, c'était ce moment où j'ai eu une pensée qui me disait peut-être que c'est pas normal ce que ton grand-père te fait vivre. Oui, tu avais Parce que peut-être mes un peu meilleurs- de colère à ce moment-là, ouais. J'ai eu de la colère. Mais tu sais quoi? Cette pensée, elle a été évincée par 20 autres pensées qui sont venues en tornade de oui, mais tout le monde l'aime. Oui, mais c'est pas possible. Enfin, à aucun moment dans ta tête d'enfant, tu conscientises ça. Par contre, la moi d'aujourd'hui qui a compris ce qui s'est passé, qui a internalisé, elle s'est reçue un shot de colère qui est inimaginable. Parce que c'est comme si finalement toutes ces années de silence, toutes ces années d'incompréhension me revenaient sous forme de claque. Donc oui, c'est profondément injuste et ça donne beaucoup de haine. C'est comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, ce moment où j'ai eu besoin d'évacuer cette haine parce que sincèrement, elle pourrissait à l'intérieur. Elle me faisait devenir une mauvaise personne. Mais comment ne pas en vouloir? Je pense que c'est plutôt sain de passer par cette période, mais comme je le dis, de passer, pas d'y rester. On n'oublie pas qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Si l'émotion, elle perdure, c'est que tu choisis de la faire rester. Et là, c'est dangereux parce que ça peut devenir ton identité. Est-ce que tu dirais que tu as un peu besoin de rationaliser les émotions à ce moment-là? Totalement, ouais. Il y a besoin d'en parler déjà, de les faire sortir de soi et de pas juste vivre ça dans son coin et parce que ça les fait rester. Tu vois, c'est comme un petit peu, tu fais bouillir quelque chose dans une casserole. Si tu mets le couvercle, ça reste. Ou t'as cette armoire où tu ranges tous tes habits, tu les jettes, tu les jettes. Je jetais ma haine, ma colère en me disant ça va passer, on va fermer, on va tasser. Ah ouais, mais non, ça passe pas. Et le jour où tu te retrouves à devoir ouvrir cette armoire, tu te prends tout. Et là, il faut faire un peu plus de travail. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important de devoir ranger à chaque fois vos émotions en parlant. Ok, je ressens ça. Et c'est légitime de ressentir de la haine envers mon agresseur. C'est légitime. Mais par contre, il faut pas que je reste là-dedans. Pour revenir de nouveau sur ton histoire à toi, Gladys, ton grand-père, il est décédé. Et tu m'as déjà dit que tu avais dû faire plusieurs deuils, à savoir d'abord le deuil de ton grand-père et aussi le deuil du coup de l'agresseur. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'ils se sont faits à 2 moments très distincts. Le premier, il s'est fait le jour de sa mort. Le second, il s'est fait le jour où je l'ai choisi. Et ça a tout changé. Parce qu'encore une fois, en tant qu'enfant, j'avais que ce regard de grand-père et pas d'agresseur. J'avais pas cette identité, absolument pas. Vu que j'avais réécrit toute mon histoire soigneusement pour que ça reste mon grand-père et pas un agresseur. Donc ce deuil, ce fameux deuil de mon grand-père, il s'est fait le jour où on m'a annoncé sa mort et où en tant qu'enfant, j'étais triste d'apprendre la mort de mon grand-père, profondément triste, et je l'ai pleuré. Et je vais te raconter le souvenir qui, moi, aujourd'hui, me paraît très souvent le plus honteux. C'est le souvenir où il est décédé, où je me retrouve face à un pupitre devant près d'une centaine de personnes et je prononce les mots pour dire à quel point mon grand-père était un homme génial, à quel point j'ai aimé jouer aux cartes avec lui, à quel point j'ai aimé passer des souvenirs. Mais si tu demandes à la petite Gladys si elle mentait ce jour-là, la réponse, elle est non. Elle mentait pas. Elle inventait pas des sentiments. Elle aimait. Ni même des souvenirs. Ni même des souvenirs. T'as vraiment joué aux cartes avec ton grand-père et t'as vraiment passé des bons moments avec lui. Exact. Et ça, c'est hyper important. Ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Parce que ces souvenirs-là, ils n'étaient pas effacés et évincés de par le fait qu'il m'avait agressée parce que je ne l'avais pas conscientisé.
Donc il y a que ces souvenirs-là qui existaient. Tu vois, c'est comme si une partie de ma mémoire était divisée et je voyais que ce côté grand-père. Donc j'ai fait ce discours et je dis avoir très honte aujourd'hui, mais la honte, elle survient parce que j'ai cette perception d'adulte. Mais je me mets pas dans les bottes de la petite Gladys. Dans les bottes de la petite Gladys, bien évidemment que tu aimes ton grand-père parce que t'as que ces aimants-là. Parce que tu dépends de cette personne pour survivre. C'est la personne qui te donne à manger. C'est la personne qui te garde chaque semaine. Comment tu peux t'imaginer que c'est la personne qui te fait le plus de mal? Ces sentiments, ils peuvent pas coexister dans le cerveau d'une enfant. Tu vois, et ça me fait mal rien que de le dire. C'est pas possible. C'est pas inimaginable. C'est inimaginable. Et, euh, et j'aimerais dire que le deuxième deuil, il s'est produit par choix, comme je te le dis, parce que il y a eu ce moment où j'ai donc conscientisé tout ce qui m'était arrivé. J'ai ressenti cette immense claque de colère et de haine. Et je me suis dit, il faut que tu transformes cette émotion en action. Parce que si tu fais pas cette transformation, tu vas devenir une personne haineuse. Tu vas devenir même une personne qui peut faire du mal à ton tour. Et j'ai donc commencé à écrire des lettres où je rédigeais tout ce que je ressentais pour lui, toute la colère, tout ce que j'aurais pas osé dire à mes proches pour pas leur faire du mal. Et je le conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'écrire ces lettres, sincèrement, de prendre un papier, de prendre le temps qu'il faut, juste un stylo, pas de téléphone et tous vos sentiments. Les déposer sur le papier, c'était les faire exister ailleurs que dans ma tête. Et ce que je faisais après ça, c'était les brûler. Les brûler comme, tu vois, pour les effacer. Et au bout d'un moment, ça me suffisait pas. J'avais tellement un trop-plein de colère que je me suis dit, faut que je trouve quelque chose de plus fort. Et ce jour-là, j'ai décidé d'aller sur sa tombe, alors que j'étais pas allée depuis près d'un an. Tu vois, depuis l'enterrement où je voulais plus y retourner. Et quand j'y suis allée, j'ai été crier ma douleur et ma colère. Et ça peut être tout bête, hein, mais symboliquement, je l'avais en face de moi. Il y avait enfin ce face-à-face où je ne parlais pas simplement à des lettres, je lui parlais à lui. Et je lui disais à quel point c'était horrible ce qu'il m'avait fait ressentir et que je lui en voulais. Que pour une fois, je lui parlais pas en tant que grand-père, mais en tant qu'agresseur. Et ça m'a fait tellement de bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu clôtures ce chapitre de ta vie. Tu clôtures cette haine. À chaque fois que cette émotion de haine reviendra dans ta tête, tu te diras que tu l'as clôturée le jour où tu as été sur sa tombe. Et tu vois, j'y suis plus jamais retournée. Pas parce que j'en ai pas le besoin, mais parce que cette partie de ma vie, entre guillemets, ces sentiments, j'ai voulu les enterrer finalement avec lui ce jour-là. Donc oui, ces deux deuils ont été extrêmement différents, mais tous les deux tout aussi importants. Et tu vois, les deux deuils ont été très différents parce que l'un était passif. Le deuil de mon grand-père, très souvent quand tu perds un être cher, t'as pas grand-chose à faire malheureusement que le temps. Que le temps qui peut te soigner et apaiser cette douleur et ces sentiments. Et autant le deuxième deuil, celui de mon agresseur, il est nécessaire d'être actif, de transformer ses émotions en quelque chose d'autre. Et oui, justement, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et dont l'agresseur n'est pas encore décédé, il est toujours en vie, comment on peut faire pour justement faire le deuil de cet agresseur? Comment on peut dépasser tout ça? C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ce deuil, il est faisable même si l'agresseur n'est pas mort et il est même primordial pour pouvoir continuer de vivre sa vie parce que sinon, tu t'en sors pas, tu vois. Tu gardes toujours cette image et tu la ressasses encore et encore. Et comme je le dis, vraiment, ce fait d'écrire des lettres, ça prend 10 minutes, mais ça soulage énormément d'écrire, de poser sur le papier ses émotions. Si vous êtes peut-être plus visuel, le fait de peindre, le fait de vraiment faire quelque chose avec ses mains, avec son corps, comme je le disais, la boxe, ça peut être aussi un très grand moyen de se défouler. Et, euh, et peut-être pas ce face-à-face, mais ce dernier message et après on efface, on bloque la personne. Cette dernière chose,
Vraiment. Et à partir de ce moment-là, on ne revient plus en arrière. Mm. On ne revient plus lié, tu vois. Mm. Parce que c'est en quelque sorte couper ce lien qui détruit. Et comment on fait quand on le sait, les victimes d'agressions sexuelles, et surtout quand ça a été fait sur les enfants, on le sait maintenant, les souvenirs traumatiques peuvent revenir longtemps après, et souvent par fragments. Comment on fait pour vivre avec ça? On le comprend. On commence par le comprendre parce que, comme tu le dis, on parle beaucoup des flashbacks. Bon, on sait très très peu ce que c'est. C'est un grand trou noir ça fait extrêmement peur parce que ça peut revenir à tout moment, parce que ma mémoire me joue des tours, parce que j'ai des bribes qui reviennent et qui m'empêchent de vivre. Mais si on les comprenait, ça serait beaucoup moins douloureux. Pour te faire comprendre à toi et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, les flashbacks, c'est quoi? C'est un album photo. On a tous ces albums photos qu'on a fait et c'est comme ça que notre mémoire, elle fonctionne. Notre mémoire, elle se fait inconsciemment, automatiquement. Je prends une photo de ce qui est en train de se passer. Je date, on est en 2025, on est le 22 décembre et il est 13h. Je date, je colle et je range soigneusement dans l'album. Ça, c'est ce que notre mémoire, elle fait chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai le souvenir, dans 1990, avoir fait cette chose-là, avoir été voyager au Portugal avec cette personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est fait inconsciemment, automatiquement, et c'est important de le comprendre parce que très souvent, on l'oublie. Du coup, on se dit que c'est inné et qu'il n'y a même pas ce processus qui se fait. Mais la vérité, c'est que ce processus se fait. Maintenant, je vais te poser une question. Le jour où tu es cambriolé dans ta maison, le jour où tu es face à un attentat, à une violence, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta priorité, Elsa? La survie. Voilà. Est-ce que ça va être de finir cet album? Est-ce que ça va être de prendre des photos de cet événement et de le dater? Ou est-ce que ça va être de, comme tu viens de le dire, la survie? De juste maintenir ton corps en vie. Évidemment que ça va être la survie. Et c'est ce qui fait que tu ne colleras pas cette photo, tu ne la dateras pas, et elle sera rangée en vrac, même pas rangée, elle sera posée dans l'album en vrac. Et là, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et ce terme, il est important parce que ça explique pourquoi les souvenirs y reviennent. Les souvenirs, ils sont pas fixés, ils se baladent quelque part. Et du coup, c'est une mémoire qui est sensorielle, qui est émotionnelle, qui se déclenche avec des odeurs, avec des sons, avec des noms. Justement, pourquoi comment t'expliques que les souvenirs traumatiques, à un moment, ils arrivent, mais donc si longtemps après, pourquoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique? Pourquoi à ce moment-là? C'est hyper intéressant, c'est une question que je me suis posée un nombre de fois incalculable où je me suis dit, mais pour une fois, je vais bien. Pourquoi vous me faites ça? Enfin, pourquoi maintenant? Pourquoi vous venez tout détruire alors que je suis en train de tout reconstruire finalement? Et en fait, je les comprenais pas. Mais il faut comprendre que ces souvenirs, ils reviennent quand tu es prête. Et c'est fou de le voir comme ça. Ce truc que je voyais comme le souvenir qui était capable de me déconstruire, qui était capable de ruiner ma vie, il apparaissait parce qu'en fait, j'étais prête, j'étais en sécurité et j'avais la conscience de l'accueillir. Mais quand tu le vois comme ça change tout. Ça veut dire que ton cerveau a compris que tu avais aujourd'hui la puissance de retrouver ce souvenir. Et la possibilité, l'espace... De l'intégrer. Ouais. Et ça, c'est magique. Et tu vois, je vais te faire part de ce fameux souvenir que j'ai un petit peu abordé la semaine dernière, où j'ai retrouvé un souvenir qui était sous forme de mémoire somatique. Donc, c'est la mémoire du corps. Et je ne l'ai même pas revu, je l'ai revécu. C'est-à-dire que j'ai commencé à gigoter, telle une enfant. Une enfant de 3 ans gigote, pas une enfant de 5-6 ans. Et je me suis donc mise à gigoter et avoir une douleur au niveau du bas-ventre, au niveau des parties intimes, extrêmement, extrêmement intense. Un déchirement. Vraiment un déchirement hyper puissant. Et je me suis mise à pleurer telle une enfant et à continuer de gigoter.
Et en fait, quand je me suis remise de ce souvenir, quand je suis sortie, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas retrouver un souvenir de quand t'avais 3 ans. Ça n'existe pas. Ta mémoire, elle est pas enclenchée. Donc j'ai douté énormément de moi. Et c'est ce qui se passe après un flashback. C'est qu'on doute, sauf qu'en faisant ça, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on ne le laisse pas s'intégrer. Tu vois, très souvent, on coupe le flashback. On se dit, c'est trop violent, je peux Ouais, c'est pas. ça. Mais en faisant ça, tu vas juste le retarder à ce qu'il revienne plus tard et ne pas finir par le reconstruire. Donc pour une fois, quand ce souvenir est revenu il y a quelques semaines maintenant, au lieu de me dire c'est la petite Gladys, c'est elle qui a vécu ça, c'est pas toi, je me suis dit c'est moi. C'est la moi de 3 ans, mais c'est moi. Et c'est pas parce que t'avais 3 ans que tu peux pas t'en souvenir. C'est pas parce que ton souvenir il est incomplet qu'il est faux. Mm. C'est juste parce qu'il faut te laisser le temps de l'intégrer. C'est la mémoire traumatique. Et pour une fois, être fière de retrouver ce souvenir, me dire, ça veut dire que j'ai la capacité aujourd'hui de l'accueillir. Quelle force c'est. Donc ça change tout. Vraiment de comprendre comment ça fonctionne, ça change réellement tout. Donc merci pour ta question qui est d'une grande importance. On a sûrement des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont déjà ressenti des choses pas normales ou bizarres ou qui se sentent bizarres. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tout cela ? Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas et si tu penses être bizarre, attends d'entendre ce que je vais te dire. Parce que y a des souvenirs qui restent. Il y a des souvenirs qui restent et qui laissent une honte extrêmement profonde, une honte qui dévore. Moi, c'est le souvenir d'une enfant. Je le partage pas souvent parce que je sais que il choque et il est peu compris, mais si tu l'as vécu, tu vas totalement comprendre et tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. C'est le souvenir d'une enfant qui a 8 ans, 7 ans et qui en fait est obligée de revivre les scènes dans son esprit pour pouvoir s'endormir. Ça veut dire que la petite Gladys, pour qu'elle s'endorme chaque soir, pour qu'au lieu de transformer sa nuit en insomnie, elle doit se souvenir de où son grand-père a mis sa main sur elle. Et tous ceux qui nous écoutent vont peut-être trouver ça dégueulasse, sale, mais c'est la réalité. Et je te dis que j'en ai honte parce que quand j'allais chercher ces souvenirs dans ma tête, je me disais mais t'es pas normal. Enfin, t'es bizarre. Sérieusement, t'es bizarre. Et je me répugnais moi-même de faire ça parce que je me disais c'est censé être quelque chose de sale et toi tu vas chercher ça pour te calmer. Et je suis mais certaine qu'on est des millions à avoir ça, à avoir développé cette technique et à ressentir un apaisement, une excitation même paradoxale en se disant mais je suis dégueulasse de penser ça. Alors que c'est tout l'inverse, alors qu'il y a des mécanismes psychologiques. Et je te le dis aujourd'hui parce que je l'ai compris, il y a de vraies choses derrière ça. Si tu l'as vécu, si tu l'as ressenti, je t'en supplie, reste. Parce que c'est trop important pour ne pas en parler. Parce que j'ai honte de te dire ça. Mais je suis fière à la fois d'avoir compris pourquoi ça m'arrivait. Et j'ai donc compris que j'avais une forme de contrôle. Pour la première fois dans ma vie, c'est pas mon grand-père qui venait me faire du mal. C'est moi qui choisissais de me faire du mal. C'est moi qui choisissais d'appuyer sur play et de lancer ce souvenir. Et c'est comme ça que tu transformes 30 minutes à penser, à ressasser et à être finalement dans l'imprévisibilité de quel souvenir va me ressortir, quel flashback je peux avoir, quel cauchemar je vais faire. Là, c'est moi qui choisissais. Je vais déclencher ce souvenir dans ma mémoire. Et du coup, tu as cette forme de contrôle paradoxal. Mais tu maîtrises ton malaise, quoi, enfin ton mal-être. Exact. Exactement. Et donc, du coup, assez paradoxalement, t'as un cocktail d'hormones avec l'ocytocine, la dopamine et une troisième hormone que je vous afficherai qui fait que l'hypervigilance baisse. Parce que tu revis quelque chose que tu connais déjà.
Et donc c'est 1000 fois moins malaisant, c'est 1000 fois moins effrayant que de se dire mais quel cauchemar va venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour une fois, cette notion d'avoir le contrôle, ça me calmait. Et de revivre une situation qui finalement était devenue familière. Merci pour ces témoignages. Et qui se sentent bizarres. Je veux vraiment leur dire que c'est pas le cas. On va parler maintenant un petit peu plus du processus de reconstruction par la justice. Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas ou si on ne veut pas engager un procès? Est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité qui va se réveiller chez la victime? Est-ce que ça va pas la faire douter aussi de la légitimité de sa souffrance et de tout ce qu'elle subit? Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que porter plainte signifie. Porter plainte, c'est déclarer à l'État que tu veux qu'il reconnaisse sa faute, que tu veux qu'il reconnaisse qu'il y a eu crime ou délit, donc qu'il y a eu viol ou agression sexuelle. Mais en fait, t'as pas besoin de ce tampon de l'État qui dit victime pour te considérer comme victime d'inceste ou d'agression sexuelle. Et ça, c'est essentiel. En fait, tout change le jour où tu commences à te croire. Tout change le jour où, quand tu reçois ces flashbacks, quand tu reçois ces souvenirs, tu oses dire ça fait partie de mon histoire. Et même si j'en tremble, même s'il y a des choses qui me font peur, j'ose dire que j'ai vécu une agression sexuelle, que j'en ai été victime, que je l'ai subie, mais que ça me définit pas pour autant, et que j'ai pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit. Et ça peut être la plus haute reconnaissance, comme du président, d'une cour d'assises, peu importe. J'ai pas besoin de ça pour me dire j'ai été victime d'agression sexuelle de par mon grand-père. Ça, c'est essentiel. Parce que sinon, oui, tu vas l'avoir cette culpabilité. Mais ça veut dire que ton état, il dépend du regard des autres. Et ça, c'est tellement, tellement dangereux. Et c'est tellement destructeur. Parce que tu te bases sur quelque chose dont tu n'as pas le contrôle. Ok, mais pour autant, je pense que parmi toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y en a un paquet qui se posent la question: comment on fait pour porter plainte? Je vais essayer de vous répondre avec tous les éléments que j'ai appris, que j'ai recherchés, pour ne pas me tromper, parce que du coup, ça n'a pas été mon cas. Donc, je m'excuse par avance si ces éléments ne sont pas les meilleurs. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'informations, parce que c'est quelque chose qui, comme tu le dis, est important. On a beau se dire, je vais pas porter plainte, on a envie de savoir ce qui se passe derrière ce mot. On a envie de savoir comment faire concrètement pour savoir si on en a le courage, on en a l'envie. Donc déposer plainte, en théorie, ça paraît plutôt simple, puisqu'il faut se diriger vers un commissariat de police ou de gendarmerie, ou alors on peut avoir la troisième option qui est de écrire une lettre à un procureur. Envoyer une lettre à un procureur en écrivant tous les faits, etc. Si on choisit donc les options qui sont les plus souvent choisies, le commissariat de police ou la gendarmerie, ça signifie qu'on va devoir raconter notre histoire, raconter les faits, et c'est une déclaration qui dit « Je me reconnais comme étant victime d'agression sexuelle ou de viol et je souhaite déposer plainte pour que l'État, donc français, enquête et déclare si oui ou non j'ai été victime de ce délit, de ce crime. » C'est ça concrètement, déposer plainte. Ouais. Pendant cette plainte, il y a des questions qui vont vous être posées pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir écrire justement tous les faits. Tout va être écrit, tout va être rédigé par la personne qui va prendre votre plainte. Et suite à cette plainte, normalement, vous allez devoir la signer. Une copie doit vous être mise et le commissariat en garde l'autre copie. Et suite à ça, soit des poursuites vont être engagées, soit ça peut être classé sans suite ou... En tout cas, il va y avoir une enquête, donc on va rechercher le maximum de preuves. Les preuves, ça peut être les témoignages des proches qui ont vu, ça peut être aussi les témoignages de proches à qui on a dit, tu vois, parce que très souvent,
Il n'y a personne. Lorsque les faits se passent, Oui. on nous demande très souvent des témoignages, mais si quelqu'un était là, ça serait su. Donc, témoignage de qu'est-ce que j'ai dit à l'époque, à ma copine, à mon cousin, ce jour-là où ça s'est passé. Il peut y avoir aussi des messages, des textos, des photos, des vidéos, mais très souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est compliqué d'obtenir des preuves. Il peut y avoir des examens médicaux qui sont passés pour voir s'il y a eu des déchirures, s'il y a eu ce genre de choses, pour pouvoir constater que ça a été non consenti. Donc, c'est ça, concrètement, le dépôt de plainte. Est-ce qu'il y a des délais parce que on a déjà parlé d'un délai de prescription. Je crois que les choses ont un petit peu changé, et notamment, me semble-t-il, pour les victimes d'agressions quand elles sont mineures. Exactement. Exactement, on ne les connaît pas. Enfin, moi, personnellement, je ne les connaissais même pas, ces délais de prescription. Et je me disais, même si moi, j'aurais voulu porter plainte, finalement, aujourd'hui, c'est trop tard. Et j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour porter plainte si tu as vécu une agression sexuelle ou un viol. Parce qu'en effet, surtout pour les mineurs, les délais de prescription étaient rallongés parce qu'on le sait, c'est hyper compliqué d'en parler. La parole, elle se libère, mais des années plus tard. Mais je parle pas d'1 an ou 2 ans. On le sait très bien, c'est 10 ans, c'est 20 ans plus tard qu'on commence à en parler, qu'on commence aussi à retrouver ses souvenirs. Oui, c'est ça. Avant même de pouvoir en parler, il faut d'abord... Exact. Donc oui, ces délais ont changé, pour ne pas te dire de bêtises, mais encore une fois, c'est des éléments qu'on remettra à la vidéo. Sur les mineurs, ça ne fonctionne pas à partir du jour où les faits ont été commis. C'est plutôt à partir de ta majorité. Tu as jusqu'à 30 ans, il me semble. Donc si c'était un viol, c'est reconnu comme un crime par le code pénal français. Il faut le savoir. Donc c'est des délais de prescription qui sont plus longs. Il me semble que tu as jusqu'à tes 38 ans. Donc ça veut dire que peu importe si tu l'as subi alors que tu avais 15 ans, 6 ans ou 17 ans, tu as jusqu'à tes 38 ans pour porter plainte. Donc ça, c'est réellement à savoir. Maintenant, si tu es mineur et tu as vécu des agressions sexuelles, je crois que c'est 10 ans de moins. Donc tu as jusqu'à tes 28 ans pour déposer plainte. C'est encore pas beaucoup, hein. 28, 38, qu'est-ce qu'on fait des victimes qui se... Alors, je crois que c'est 28. Je sais plus si c'est 38 ou 28, mais c'est ce genre de chiffres. On les affichera encore une fois. Et pour ce qui est de viol sur personnes majeures, je crois là qu'on a jusqu'à 12 ans après les faits. Enfin, ça fonctionne différemment du coup. Une fois qu'on est majeur, c'est un délai après les faits. Et on a jusqu'à 6 ans après les faits si c'est des agressions sexuelles pour les majeurs. Et pour les mineurs, pour les agressions sexuelles, il y a une vraie dépendance en fonction de si on a moins de 15 ans, puisque c'est la majorité sexuelle, ou si on a moins de 18 ans. Donc aussi à voir entre ces délais-là. Et c'est quand même à prendre en compte. C'est des délais qui sont quand même essentiels à rappeler parce que même si ça reste court, ça nous laisse un temps de plus. Et c'est déjà bien qu'il y ait eu une reconnaissance pour comprendre qu'il pouvait y avoir un laps de temps plus ou moins long avant d'en parler, avant de retrouver ses souvenirs. C'est vraiment important. Et concernant les procédures, est-ce qu'il y a des infos qui sont un peu tabous ou qu'on ne connaît pas forcément et que tu voudrais pouvoir nous partager ? Alors oui, il y en a un bon nombre. J'aimerais commencer par les fondamentaux qu'on ne connaît pas. Tu as le droit d'être accompagné lorsque tu vas déposer plainte. Et ça, peu importe par qui. Un membre de ta famille, un membre d'une association, ton copain, ta copine, tu as le droit d'être accompagné. Moi, quand j'ai appris ça, évidemment que ça change quelque chose. Ouais. Tu te sens bien moins seule de pousser cette porte de commissariat qui peut paraître très imposante. Oui, surtout quand tu viens déposer une parole comme celle-ci face à un homme, par exemple, qui pourrait t'impressionner un petit peu, ou Et ça, c'est le fait pareil. d'être accompagné. Exactement, et ça c'est pareil, c'est très très important, et je te coupe parce que c'est vraiment important. Tu as le droit de demander à ce que ce soit une personne du même sexe. T'étais au courant ? Non. Je l'étais pas non plus. Et ça change, ça change. Ah bah, tellement. Enfin, c'est pas la même chose que de raconter la partie de sa vie la plus intime devant un homme que devant une femme.
Donc ça, c'est aussi à savoir. Si la personne du sexe que tu veux n'est pas disponible, il n'y en a aucune qui est présente dans ce commissariat, il n'y a aucun souci à aller faire un autre commissariat. D'accord. Juste pour que tu te sentes plus à l'aise. Parce que c'est important. Troisième chose, la personne n'a pas le droit de te poser des questions qui vont pas faire avancer l'enquête et qui sont dites subjectives. Tu portais quoi ce jour-là? Est-ce que ça va faire avancer l'enquête? Et pourtant, je pense que c'est des questions qui sont souvent posées. Et pourtant, oui. Pour te dire à quel point ça peut être violent quand tu vas déposer plainte, et je le dis pas pour faire peur, je le dis parce qu'on a dit que c'était sans culpabilité et parce qu'il faut absolument que toute personne soit prévenue de ce qui peut se passer. J'ai une amie à moi qui a été agressée sexuellement par le fils de sa babysitter, qui avait 18 ans et elle en avait 4. Garde bien cet âge en tête, 4 ans. Elle est allée déposer plainte avec ses parents. Ce qu'on lui a dit, ce que le policier lui a dit, est-ce que tu ne l'as pas un peu provoqué? À 4 ans. Ah oui, bien sûr. Tu as l'air d'avoir un regard provocateur. À 4 ans. Comment tu peux dire ça à une enfant? Comment déjà tu peux dire ça à quelqu'un qui vient te déposer sa plainte, hein? Parce qu'on le rappelle, peu importe que t'aies 18, que t'en aies 4 ou que t'en aies 38, tu ne provoques pas un viol. Tu ne provoques pas une agression sexuelle. Et ça, peu importe ta tenue, peu importe ton regard, peu importe ton âge, peu importe ce que tu l'as dit, si tu étais bourré ou non, tu ne provoques pas une agression sexuelle. J'insiste et je laisse ça. C'est trop important. Mais à 4 ans, comment tu peux te retourner face à cette petite fille et oser lui prononcer ces paroles? C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu te rends compte que tu peux détruire une vie? Est-ce que tu te rends compte que ces 4 petits mots peuvent rester dans sa tête jusqu'à sa mort? Et après, on s'étonne des chiffres. Mais ce gap, parce qu'il y a un gap qui est immense. Parce que sans parler des chiffres, si on fait une théorie en général depuis les pourcentages, si on prend 100 femmes qui ont vécu des violences sexuelles, c'est 8 d'entre elles qui vont aller jusqu'au commissariat ou jusqu'à la police. Sur ces 8, c'est 6 d'entre elles qui vont réellement porter plainte. Sur 100 femmes. Donc ça signifie que 94 d'entre elles ne vont pas déposer plainte. Mais là, on parle de vie. On ne parle pas de chiffres. On parle de personnes qui n'auront pas la reconnaissance. Souhaiter. Exactement. Parce qu'elles auront peur. Et cette peur, on ne la comprend pas. On invite à aller porter plainte. Mais lorsque on dépose plainte, on nous reçoit avec ce genre de paroles. On nous reçoit avec comment t'étais habillée. Est-ce que tu l'as pas provoqué? Quel pull, quelle robe t'as porté? Mais c'est pas possible. Donc oui, je pense qu'il faut réellement en parler. Et il faut aussi parler de cette longueur de la procédure. Moi, j'ai la chance de connaître énormément de femmes courageuses qui ont décidé de porter plainte et qui me racontent leur parcours du combattant, parce qu'on peut littéralement l'appeler comme ça. Je connais quelqu'un qui a déposé plainte en 2022, son procès aura lieu en 2027. Comment tu peux demander à une personne de se reconstruire alors que tu les laisses 4 ans, 5 ans avant d'avoir la fin, avant d'avoir même ce mot posé de victime? C'est pas possible. Enfin, t'imagines le courage que ça demande de ressasser? Parce que c'est aussi ça. Oui. C'est des interrogatoires, c'est des questions intimes, c'est des examens médicaux. Et tu peux pas laisser ça durer sur 5 ans. C'est une douleur que tu ravives à chaque fois. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir en connaissance de cause avant de déposer plainte. Toi comme moi, je pense qu'on est là pour faire peur à personne, mais on est là pour dire la vérité. On est là pour parler sans culpabilité. Et c'est juste important pour moi de vous donner ces éléments parce que je ne suis personne pour juger s'il est bon ou non de porter plainte, parce que je ne suis personne pour te dire tu dois le faire. Et d'ailleurs, personne n'a à le faire. Peu importe que ce soit ta famille, ta psy,
ton entourage. Personne n'a à t'obliger à aller porter plainte parce que c'est pas eux qui vont vivre cette procédure. Oui, et puis comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, quelque part, le processus de guérison, il ne passe pas forcément par la plainte. En fait, je pense que ça dépendra de chaque histoire, de chaque personne, de ses ressources, de sa situation actuelle. Exactement. Pour autant, parmi tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y en a peut-être qui veulent vraiment aller jusqu'au bout et déposer plainte. Est-ce qu'il y aurait une seule clé que tu pourrais leur offrir pour leur donner l'envie et le courage de se Euh, lancer? J'aimerais commencer par je te respecte si tu déposes plainte. Et je te respecte tout autant si tu ne déposes pas plainte. Parce que mon respect envers toi, envers toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et tous ceux qui ont été agressés sexuellement, je veux vous dire que je vous respecte tout autant sincèrement et tout autant puissamment que vous déposez plainte ou non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et vraiment, je le redis et je le redis parce que c'est trop important. Parce qu'on fait croire que déposer plainte, c'est être plus courageuse qu'eux. J'ai survécu, tu as survécu à ce que des personnes ne pourraient imaginer. Notre courage, il n'est pas dans le dépôt de plainte. Notre courage, il est dans le fait de se lever jour après jour. Donc ça, c'est très très important. Et mon conseil pour celles et ceux qui voudraient et qui ont vraiment cette envie, cette conviction de déposer plainte, c'est juste ne laisse pas ça définir ton état. Ne laisse pas ça définir qui tu es. Ne te dis pas je serai heureuse quand la justice m'aura donné raison. Ton bonheur, je sais que c'est difficile et vraiment je pèse mes mots. J'imagine à quel point c'est difficile parce que j'ai l'impression de me retrouver dans une posture d'imposteur en disant ça parce que je l'ai pas vécu, tu vois. Mais j'ose imaginer à quel point c'est difficile et je veux que tu saches que ton bonheur ne doit pas dépendre de ça. Vraiment, c'est trop important. Supprime le je serai heureuse quand je suis heureuse. Ou en tout cas, j'essaie déjà de l'être. Ce serait mon seul petit conseil en tant qu'impostrice. Merci beaucoup Gladys, merci une nouvelle fois pour ton témoignage particulièrement intime, touchant et ô combien important. Merci aussi à vous pour tous vos commentaires. Vraiment, j'insiste parce que la parole de Gladys, elle est extrêmement importante et elle ouvre le chemin pour tous ceux et celles qui vivent actuellement une situation compliquée. Merci à toi. Merci à toi aussi de m'écouter. Merci à toi d'être là. Merci à vous d'être là semaine après semaine. Vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir. On essaye de garder une régularité pour vous, pour nous, parce qu'on adore aussi les faire. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Mais c'est tellement d'amour, tellement de bonnes choses. Et puis, comme l'a dit Elsa, vraiment, un like. Vérifiez que vous avez liké, que vous êtes abonné. Ça peut tout changer pour ce projet. Ça peut tout changer pour celles et ceux qui l'ont vécu et qui ont cette envie d'être reconnus pour une fois. C'est aussi ça. C'est cette reconnaissance de voir que ce sujet, il peut toucher sur des plateformes comme celle où on nous écoute. Donc un like, un commentaire, juste un petit cœur violet. Vraiment juste un petit cœur violet. Vous imaginez pas à quel point, quand je les lis, je suis heureuse de savoir que de un, j'ai pas été seule et de deux, vous avez été touchés par cette parole parce que j'estime pas ouvrir une voie comme tu le dis. Mais j'estime que je le fais pour vous. Je le fais avec beaucoup d'amour et que recevoir vos commentaires, c'est en avoir tout autant que ce que j'en délivre et j'en demande pas plus pour faire vivre ce projet. Donc s'il vous plaît, vérifiez ces 3 choses. Un like, un commentaire, un abonnement. Et un partage. Et un partage aux gens que vous aimez, surtout en ces périodes de fête. Encore une fois, on n'a pas passé la deuxième. Et puis bien sûr, vous le savez, Gladys, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, au nom de Ressalir, on se retrouve toujours plus nombreux pour découvrir aussi parfois les coulisses de ce tournage, les coulisses de ma vie, les hauts et les bas, quand les flashbacks reviennent, qu'est-ce que je décide d'en faire.
Donc n'hésitez pas. Et puis je crois qu'on se retrouve dans 2 semaines. Exactement. Dans 15 jours, on se retrouvera pour parler de le quotidien d'une victime, tous les impacts que ces agressions ont pu avoir sur toi et surtout on verra ensemble comment on peut entamer un processus de guérison. Exactement. Je suis vraiment très heureuse de faire cet épisode. Ils me semblent tous importants. Mais celui-ci, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur la santé, si vous avez des questions sur ce que vous ressentez, à nous les poser en commentaire. Je sais qu'il faut un courage immense, mais je sais aussi que tu l'as, ce courage. Donc vraiment, ça peut nourrir le prochain épisode. Et je pense que c'est aussi important pour moi que pour toi de savoir que cette saison, on l'a fait avec vous, encore une fois, pas pour vous, avec vous, Et sans culpabilité. sans culpabilité. Parce que oui, encore aujourd'hui, 3 enfants en moyenne par classe subissent un viol en France. Et toutes les 3 minutes, c'est un enfant qui subit un viol, un inceste, une agression sexuelle. Donc c'est beaucoup trop. Donc on continuera d'en parler. Parce qu'en parler, c'est commencer à agir. Et puis si toi aussi, tu subis actuellement une agression ou un moment compliqué, il existe le 119. C'est un numéro qui est gratuit, qui est anonyme, qui est disponible 24 heures sur 24. Tu seras écouté. Tu seras entendu parce que toi aussi, tu as le droit d'être cru. Tu as le droit d'être entendu et tu as le droit de vivre sans honte et sans culpabilité. Merci Gladys. Merci à toi Elsa, merci à vous encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours, ça passe déjà trop vite. Dans 15 jours, sans culpabilité encore une fois et encore merci, prenez le temps de nous écrire ce que vous souhaitez voir dans ce prochain épisode.